réunis tout à l'heure à la salle en vol. Alors il va falloir commencer par accrocher vos ceintures parce que avec le programme de Jean-Pierre, on va faire 1000 ans en un quart d'heure, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Et puis après, donc ce sera l'histoire de l'Ordre de Malte, qui est millénaire, la plus ancienne organisation humanitaire du monde. Et puis ensuite, 10 minutes, ça sera sur nos actions locales. Voilà. Et puis ensuite, sur une opération qu'on a, si ça vous intéresse, qui s'appelle les défis Malte, qui sont pour des opérations ponctuelles. Voilà. Donc 1000 ans de modernité, bah, c'est comme vous, on essaie de rester à la page et moderne, sinon on est ringard et poussiéreux. Donc 1000 ans. Ah oui, c'est moi qui tiens le changement de diapo. Donc à l'origine, l'Ordre de Malte, c'est Jérusalem. C'était pour protéger les pèlerins qui allaient à Jérusalem. C'était le moment des croisades, il y a 1000 ans. Et il y avait tout du long, il y en a plusieurs, je vous le mentionnerai tout à l'heure, il y en a plusieurs en Haute-Savoie, tout du long, un peu comme sur le chemin de Compostelle ou la Via Francigena qui va à Rome. Il y avait il y avait des commanderies pour se reposer, c'était des fermes, des propriétés, que sais-je, pour se reposer, soigner, retrouver de la convivialité, se nourrir, boire, se réconforter. Et donc on est resté dans ce domaine de la solidarité, de l'accueil et du réconfort. Et donc notamment la santé au service des pauvres et des malades. Donc c'était la première vision, comme je vous disais, l'accueil du pèlerin, que je vous ai mentionné, du malade, les soins du corps pendant ces siècles qui ont suivi le XIe siècle. Il y avait l'Ordre de Malte était assez en avance sur des tas de choses d'ophtalmologie, d'hygiène, était en avance dans le monde de la santé. Et puis bien sûr le respect des croyances, parce que même si ils protégeaient les pèlerins qui allaient à Jérusalem, qui devaient être certainement, j'imagine, tous plutôt catholiques, ce qui n'est pas forcément le cas de Compostelle, hein, que j'ai fait également. Mais là, j'imagine qu'il l'était surtout les pèlerins, ils viennent pour des raisons de leur foi. Mais bien sûr, c'est sans distinction d'origine, de religion, de croyance, de conditions, encore aujourd'hui dans nos actions, comme les maraudes dont vous parlera Céline tout à l'heure. Je vous disais la modernité des techniques, donc sur la sepsie, le respect des hommes, la diététique, la prophylaxie. Ils ont inventé l'opération de la cataracte au XIe siècle, XIIe siècle déjà. Et l'hôpital devient un ordre religieux par des décisions du pape Pascal II. Donc on a fêté en 2013, on a fêté les 900 ans. Donc ça c'était en 1113. Et puis c'est en même temps un ordre souverain. Donc il y avait une force militaire à l'époque pour protéger les pèlerins. Et puis vous verrez plus tard pour combattre les Ottomans, pour protéger Jérusalem, puisque c'était la destination finale. Donc la police des routes et la protection des biens, parce qu'évidemment il y avait pas mal de bandits sur les routes à cette époque-là. Et puis Saladin, donc avec les Ottomans, il y avait eu la prise de Jérusalem, donc en 1187, et la chute de Saint-Jean d'Acre en Israël aujourd'hui, également en 1291. Et puis après, ils sont partis à Chypre, brièvement. Et puis à Chypre, Chypre était également un ordre souverain, et Malte était un ordre souverain, c'est-à-dire un État qui n'avait pas grand-chose, hein, qui avait des bateaux, des hommes, des croyances, des actions, mais quand même un ordre souverain qu'on est toujours aujourd'hui. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc il y a eu l'intermède de Chypre, et puis l'ordre devient une force navale. Il n'y avait pas de marine en France, la marine nationale n'existait pas, et en fait l'ordre de Malte est l'ancêtre de la marine nationale. Vous voyez sur beaucoup de tableaux jusqu'à Louis XIV, puisque Louis XIV, il s'est servi des grandes forêts de chênes françaises pour construire sa première flotte. Et vous retrouvez des tableaux qui datent d'avant le XVIIe. Vous avez toujours, dans ces grandes galères, ces grands bateaux, vous avez toujours la croix de Malte et non un drapeau de pays. C'était l'ordre de Malte, la force navale de Méditerranée.
Et puis après, ils sont partis à Rhodes. Donc le vrai nom de l'ordre de Malte, en fait, c'est l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. Parce que c'est les trois endroits, vous verrez, où l'ordre a été. Puis aujourd'hui, d'ailleurs, il n'est plus à Malte, il est à Rhodes. Et ça s'appelle, le vrai nom, c'est l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'ordre de Malte, parce que c'est l'avant-dernier endroit, l'avant-dernier état où ils étaient. Et puis, il y a eu la prise de Rhodes par Soliman le Magnifique, hein, 1522, donc au XVIe siècle. Et puis, ces implantations qui se sont développées de commanderies partout en France. Vous en avez partout, rien qu'entre ici et la Suisse, c'est quand même pas loin de la Suisse, vous en avez, pour ceux qui, vous êtes de la région, vous en avez une à Allonzier-la-Caille, vous en avez une à Cercier, vous en avez une à Bardonnay, qui est le petit château de la mairie de Bardonnay, mais côté suisse, où il y a d'ailleurs un très beau musée de l'ordre de Malte que je vous conseille, mais au sein de la mairie de Bardonnay, puisqu'il fallait, un peu comme les gîtes aujourd'hui, je vous citais Compostelle ou la Via Francigena, les deux que j'ai faites, mais pour notre plaisir personnel, tous les 20 km, 25 km, il y a des gîtes pour se réconforter, se reposer et puis rencontrer, échanger. Donc vous en retrouvez beaucoup, si vous faites attention, vous en retrouvez dans des tas de villages. Maintenant où il y a plus de pédagogie, souvent il y a des panneaux maintenant qu'on retrouve. Et puis, en 1530, c'est la prise de Malte, que vous connaissez avec Comino et Gozo, et le grand siège, où l'ordre de Malte, qui était un ordre également donc, militaire, combattait les Ottomans qui venaient d'aujourd'hui la Turquie. Donc ils ont reconstruit la ville. Pour ceux qui connaissent Malte, c'est une très belle ville avec les pierres dorées, que des forteresses très fortifiées, construit par La Valette. C'est pour ça que la capitale s'appelle La Valette, et avec un gigantesque hôpital, puisque dès que l'ordre de Malte s'installait, vous avez compris que c'était les soins, une des portes d'entrée, avec autour de l'accueil, c'était les soins. Et donc, il y a un énorme, effectivement, hôpital à Malte. L'apogée de la médecine qui continuait encore, vous voyez, 500 ans après. Et l'apogée de l'art, hein, c'était la période de la Renaissance. Et puis ensuite, ils ont dû partir de Malte, c'était au moment de la Révolution, donc l'Assemblée nationale a demandé en fait à Bonaparte, hein, qui n'était pas encore Napoléon, de libérer Malte. Donc ils ont quitté Malte pour aller à Rome. Voilà, l'ordre donc s'installe à Rome, qui est là aujourd'hui, près de la place d'Espagne. Et toujours dans le soin, c'était les premiers trains hôpitaux dans le monde que vous avez sur Lourdes, que vous aviez dans les endroits de guerre, pendant les guerres mondiales par exemple. C'était un moyen de transport de nombreux malades. Les secours sanitaires, sachant que ce qui est international, vous voyez, c'est Mid-Germany, notre structure internationale en cas de catastrophe naturelle, elle s'appelle Malteser, elle est basée en Allemagne, parce que là, il faut mutualiser ce que vous voyez comme la Croix-Rouge quand il y a une catastrophe, les tentes, tout le gros matériel. Donc il y a une seule structure qui est en Allemagne, qui s'appelle Malteser, où on contribue tous. Les secours d'urgence pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi. Et puis là, on passait vers la solidarité, qui est également dans notre ADN. Vous avez vu qu'il y avait le soin, mais également la solidarité, donc les soupes populaires, d'où les prolongements de l'équipe de Céline le soir. Et puis, création de dispensaires, comme à Montmartre, le premier dispensaire pour les plus nécessiteux pendant la crise de 29. Et puis aujourd'hui, donc c'est toujours un État souverain, et en même temps c'est un ordre religieux. Donc en fait, il est reconnu au Vatican par le Vatican comme ordre religieux,
Et puis c'est un ordre souverain, c'est-à-dire c'est un ordre bien sûr qui n'a pas d'État, qui n'a pas de monnaie, mais qui est reconnu dans les pays avec des relations diplomatiques de 105 pays, et qui, avec la Croix-Rouge, a un siège d'observateur à l'ONU, et à ses branches, par exemple à l'OMS à Genève, qui n'est pas très loin. Si vous allez à l'OMS, au dernier rang quand même, parce que c'est un ordre souverain, mais ce n'est pas un vrai pays. Donc au dernier rang, vous avez la Croix-Rouge et l'Ordre de Malte, par exemple, dans la salle d'Assemblée Générale de l'OMS à Genève, à l'ONU. Et puis dans les instances que je vous mentionnais, effectivement, UNESCO, Communauté européenne. Possède quand même sa propre constitution, ses institutions, ses timbres. Et puis 47 associations nationales, dont l'Ordre de Malte France, nous on s'occupe de 27 pays, principalement les anciennes colonies françaises, beaucoup d'Afrique de l'Ouest, un petit peu en Asie. Donc on a 27 pays sous notre responsabilité. C'est pour ça qu'à 47 associations nationales, elles couvrent le monde entier. Voilà, 13 000 membres, 120 000 bénévoles dans 120 pays. Et alors aujourd'hui, a été reconnu d'utilité publique en 1928, ça c'est pour la France, et on est dans ce prolongement caritatif de la solidarité, du secours, de la santé et de la formation. Ce sont nos quatre domaines d'activité. Et à l'international, je vous disais qu'on avait en charge 27 pays, avec à peu près 200 sur ces 27 pays. On gère à peu près 200 hôpitaux, dispensaires dans ces pays-là, principalement en Afrique de l'Ouest, dans ces 27 pays, bien entendu en lien avec les États, parce que les États sont contents de nous trouver, donc généralement, un peu comme l'enseignement privé en France, on est conventionné avec les États, généralement les États payent les salaires et les investissements. Et puis nous, on gère et le plus, c'est un peu comme le système de l'éducation nationale. Et donc, comme vocation, vous comprenez, voilà, accueillir et secourir les plus faibles, sans distinction d'origine ou de religion. Je vous ai dit les 27 pays, dont on en a quelques-uns d'Amérique latine, bien que ce ne soit pas d'anciennes colonies. Et alors, donc, effectivement, on est présent, comme avec la Croix-Rouge ou autre, comme il y a pu y avoir le tremblement de terre à Tahiti, le conflit syrien. Vous voyez Malteser en bas à gauche, qui est l'organisation commune de tous les pays pour intervenir à l'étranger en cas de catastrophe naturelle, ou le typhon aux Philippines. Voilà. Et la lutte contre les grandes pandémies, malnutrition, tuberculose, paludisme. On est également spécialisé dans la lèpre, comme vous l'étiez, vous, j'ai entendu le gouverneur, comme vous l'étiez dans la polio, c'est la lèpre. Alors ça continue, parce qu'il y a quand même 2,5 millions de lépreux encore dans le monde, pas en Europe, mais il y a encore 2,5 millions de lépreux, il y en a à peu près 200 000 nouveaux chaque année, et on a plusieurs activités de recherche et beaucoup d'orthopédie. Et donc on est agréé avec Folleron, on est 2 associations agréées pour le dernier week-end de janvier où on quête dans toute la France pour la journée mondiale des lépreux, orthopédie et recherche avec les États, et puis l'orthopédie dans nos établissements. Et puis dans ces pays-là, si vous voulez, on a des remplacements pour quelques dizaines d'euros, on remplace un membre, parce que c'est pas du tout les coûts de nos pays. Et puis également dans l'ophtalmologie, je vous ai dit qu'on avait toujours été effectivement dans l'ophtalmologie, et puis dépistage et soins par des petits dispensaires dans la brousse, des programmes mère-enfant qui se développent. Notre plus grosse maternité est en Palestine, donc chez les Arabes. C'est l'entraide internationale, donc étant en Palestine, à Bethléem. Une maternité de 6 000 naissances, un peu plus de 6 000 naissances par an à Bethléem. 100% hors de Malte, mais avec les autorités palestiniennes. Alors sur la France, on est dans la solidarité, voilà, comme les maraudes. On a aussi 2 bateaux, par exemple, sur la Seine. Ça, c'est de la réinsertion, qui est 2 mois, 3 mois, 6 mois. C'est dans un but de réinsertion. Les maraudes étant plutôt dans l'urgence.
ou des petits déjeuners voilà, pour les sans-abri et pour les secours en matière de... On a participé évidemment aux évacuations Covid avec les autres associations et on est agréé soutien aux populations sinistrées, c'est-à-dire qu'on a une équipe formée, même ici par exemple en Haute-Savoie, où on a les agréments BSC en cas de catastrophe. Pour l'instant, on a eu des exercices, on a eu une catastrophe. Donc ça, c'est toute la zone nord-est, sud-est, avec les Italiens et les Suisses. Nous, généralement, on est plastron, vous voyez, on est cobayes, c'est juste poursuivre et être prêt en cas de catastrophe. On a eu le gaz sarin à Lyon, après on a eu tremblement de terre à Annecy, on a eu une attaque de banque par les djihadistes ou autres, et puis le dernier c'était le feu dans le tunnel du Mont Blanc. Voilà, pour l'instant on n'a eu que des exercices. Et dans le domaine de la santé, on a des établissements en France, en EHPAD, d'autres spécialisés pour Alzheimer, quelques autres pour l'enfance du handicap, un centre de brûlure dans le sud-ouest où sont envoyés des gens de toute la France, et puis l'autisme dont le gouverneur parlait tout à l'heure. Et il s'avère qu'en Haute-Savoie, on a 5 structures d'autisme, on a une centaine de personnes salariées, mais qui sont les salaires, comme je disais, comme dans l'éducation nationale, les salaires sont payés par l'ARS, qui nous délègue cette activité, comme ils font dans d'autres, comme ils font avec les privés par exemple. Et on a un internat avec des personnes fortement atteintes à Salanches, et qui vient d'être agrandir, on ne peut pas ouvrir nos nouveaux lits sur investissement de l'ARS qu'on ne peut pas ouvrir par manque de personnel. On cherche 27 personnes actuellement dans le médico-social en Haute-Savoie. Et puis à Annecy, c'est une structure plus d'externat. Donc on a un CESAD qui est de soins à domicile. On a une équipe mobile d'autisme pour aller chez les gens à domicile qui comprennent psychologues, éducateurs spécialisés, thérapeutes, etc. Une équipe mobile. Et puis on a 2 structures d'école, des élèves qui sont dans des classes normales et puis des élèves qui sont dans des classes que de jeunes autistes à Annecy-Lieu, dans la maison de Gabriel Fauré, voilà, prêtée par la mairie d'Annecy. Et alors on a reçu comme ça souvent, vous devez le connaître, Joseph Chevalec, qui est assez remarquable, en plus plein d'humour, et qui est vraiment à mon avis un très bel ambassadeur d'autisme pour démystifier cet autisme, et qui est autisme Asperger. Voilà, donc sans handicapé. Et puis dans la formation, c'est pour le secourisme. Alors nous on ne fait pas de poste de secours ici, c'est très lourd en investissement, et en fait, mais en revanche on prépare des formateurs, dont Céline d'ailleurs, des formateurs pour aller former au PSC1 dans les écoles, parce que les pompiers ne peuvent plus tout faire, ils ont de plus en plus d'interventions, donc ils font moins de formation. Voilà, et de formation également d'ambulanciers et dans le médico-social. Voilà sur cette partie-là. On peut faire un volet, quelques minutes sur les maraudes. Je suis beaucoup moins à l'aise que Bertrand. Moi, je suis plus quelqu'un de terrain, mais j'aime bien les défis, donc je vais essayer. J'ai quand même pris quelques petites notes. Donc, les maraudes, donc c'est sur Annecy. Donc, qu'est-ce qu'une maraude concrètement? C'est vraiment la phrase clé, c'est aller vers. La maraude, c'est une équipe de plusieurs personnes, parce que seul on ne fait pas grand-chose. Donc, soit c'est comme dans beaucoup de départements à pied. Nous, on a la chance, on est véhiculés. On a depuis 3 jours un véhicule neuf grâce aux dons. Donc je ne sais pas ce que c'est comme camion, un Movano rallongé. Voilà, un Movano rallongé. Donc ça nous permet, nous, d'être à l'intérieur pour stocker et préparer les repas qu'on va distribuer aux gens de la rue. Donc, et puis on a aussi une deuxième banquette qui nous permet aussi de faire des transferts d'urgence. Alors évidemment pas en ce moment avec le Covid, mais quand il y a une personne qui est à la rue, on est toujours en lien avec le 115. Donc on s'appelle tous les soirs, ils nous disent les places qui sont disponibles dans tout le département, et s'il y a des mises à l'abri à faire, on transférera les gens pour qu'ils soient à l'abri le soir. Donc ça fait partie de nos missions. Pendant les maraudes, on va apporter essentiellement un réconfort.
Je vais être un peu crue, mais je vais dire qu'ici, on manque pas de nourriture, on n'a pas faim. Mais par contre, on peut mourir de solitude, de tristesse et de manque de soins. Donc l'essentiel, c'est d'être là. Le sandwich va être une première approche, va être le prétexte pour qu'ils viennent nous voir. Alors évidemment, ils vont prendre une soupe, ils vont manger, mais le but, c'est de discuter, c'est de dialoguer et d'échanger avec eux. Donc on a la chance, on a parmi nous, donc nous sommes 40 bénévoles sur Annecy, avec une liste d'attente de 120 bénévoles, je crois. Le but est de ne pas être plus nombreux, parce que si on veut échanger avec les gens de la rue, il faut qu'ils nous connaissent, il faut que nous, on les connaisse. Si on n'a pas le petit prénom le soir et qu'on ne sait pas se rappeler qu'hier, il avait mal quelque part, eh ben on a tout faux et on est dans l'anonymat et ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc on reste volontairement, alors j'ai entendu que vous étiez 48, on n'est pas très loin, on est une quarantaine. Et on tourne donc tous les soirs de la période de grand froid, c'est-à-dire de novembre à mars, on est sur le terrain tous les soirs. Et on a mis en place depuis cet été, parce que pour garder un fil conducteur, une maraude hebdomadaire tout le reste de l'année. Donc on apporte, comme je le disais, de la nourriture, du soin et de l'hygiène. C'est important aussi, donc il y a d'autres associations qui proposent les douches, mais de proposer tout ce qui est dentifrice, shampoing, l'estime de soi, c'est aussi important. Et on va donner aussi du textile, alors on limite un petit peu, mais qui puisse au moins se changer. Donc on ne travaille pas tout seul, évidemment, donc on est en lien avec les acteurs sociaux. Donc on a la chance d'être subventionné par le Grand Taxi, par la préfecture, la DDCS. On est en étroite relation avec le SDIS, puisqu'on a déjà la chance que la caserne des pompiers qui est Place des Romains héberge notre camion. Ils nous ont prêté une cave, on est au bon petit soin pour avoir nos frigos et garder toute notre nourriture. Et puis sur Annemasse, puisqu'il y a aussi, c'est une petite digression, mais il y a les petits déjeuners. Donc il y a aussi un accueil qui est fait dans les structures d'Annemasse pour faire les petits déjeuners le week-end, quand les structures de salariés sont fermées pour qu'au moins ils aient quelque chose. Après, c'est des partenaires associatifs, donc vous en faites aussi partie. Il y a aussi bien les Restos du Cœur. Tout à l'heure, ils m'ont appelé, ils m'ont dit écoute Céline, il y a les repas chauds, il nous reste 30 barquettes. Je dis bouge pas, j'appelle le maraudeur de ce soir, il va passer chercher tes repas chauds et nous, ils seront distribués dans la rue. Ça, c'est vraiment notre clé, c'est qu'on n'est pas concurrents. Donc s'il leur reste des choses, il y aura un suivi et ça va être distribué. C'est aussi la même chose avec le Secours Pop, la Croix-Rouge. On peut aussi tenir des permanences quand l'été ils ferment, par exemple l'Herminette, qui est une structure de la ville de Gaïa, d'une autre association. Nous on prend le relais et ça permet que l'accueil de jour perdure tout l'été. Donc on met des bénévoles permanents. Après les mots-clés, c'est la bienveillance, l'écoute et surtout d'être sans jugement. On ne peut pas faire ce qu'on fait si on dit non, lui non, non, c'est tout le monde, c'est inconditionnel, quelle que soit la religion, quelle que soit l'origine, quel que soit le caractère, des fois c'est pas évident, et quel que soit comment se sont passées les maraudes d'avant. C'est très important, et ça dans le recrutement du bénévole, c'est les phrases clés. On ne peut pas dire moi j'ai du mal avec telle communauté. Non, tout le monde doit être accueilli de la même façon, quelle que soit sa religion. Donc on a vu une très nette différence quand on prend la période avant Covid, quand on tournait le soir, une maraude, on rencontrait 20 à 25 personnes. Là, jusqu'au mois de juin, on a eu le triste record de voir 80 personnes par soir, qui sont des gens locaux et qui sont des gens qui avaient vraiment besoin de nous. Alors certains avaient peut-être un toit, mais plus rien dans le frigo. Et c'est aussi important d'aller chercher la personne qui n'est pas très loin au coin de la rue, de dire je vois que tu n'oses pas venir, mais viens. Mais non, mais je n'ai jamais demandé. Oui, mais on te verra, puis après c'est le trampoline, on ne te reverra plus, on sera content de ne plus te revoir. Mais il faut vraiment aller chercher la personne qui... La démarche, elle est très difficile, on ne vient pas au camion comme ça, par gaieté de cœur, demander à manger, demander de l'aide. Donc c'est pour ça aussi que quand le médecin, le soir, prennent la personne à part et vont faire ce qu'on peut appeler de la bobologie. Ça va être enlever des points, ça va être discuter, mais ça va être aussi du diagnostic et de l'orientation, puisqu'on est en lien avec la PAS. La PAS est le service médical de l'hôpital pour les gens de la rue ou les gens défavorisés. Donc nos médecins envoient toujours des comptes rendus et il y aura toujours un suivi des gens de la rue. Concrètement, nous distribuons beaucoup de choses. C'est tout bête, mais une maraude sur les mois d'hiver, c'est 10 000 gobelets.
Voilà ce qu'on sert tous les soirs, des soupes, des chocolats, des boissons. C'est des sandwichs qu'on récupère dans les boulangeries, c'est des chaufferettes, parce que voilà, ils ont ça pour la nuit, ça se met pour les sportifs, ça se met dans le creux des mains, et puis ça tient chaud pendant 6 heures, au moins dans les salles de couchage. On distribue des couvertures, 500 couvertures par hiver, des sacs de couchage, des tentes. On aimerait en avoir plus, mais on aurait quelques-unes en ville, et c'est vrai que déjà d'avoir ce petit toit permet d'être un petit peu plus serein. On distribue, que distribue-t-on encore? Les chaussettes, des lingettes, des réchauds et du gel douche et de la lessive aussi, parce qu'ils peuvent aller laver ponctuellement leurs affaires via des tickets qu'ils ont d'autres associations, mais c'est pas toujours évident pour eux. Donc on passe, vous avez peut-être déjà vu le camion dans les rues d'Annecy, on s'arrête, on a des points fixes, et puis selon les appels de 115 que les particuliers peuvent nous signaler pour rencontrer les gens. Et de là on va voir les personnes et on essaye. Cette semaine j'ai eu concrètement le 115 qui m'a rappelé 3 fois en disant mais cette dame elle pleure sur son banc, elle a été mise à la rue. On ne connaît pas l'histoire. L'histoire, les gens, ils l'ont déjà raconté au 115. Je ne vais pas, quand je vois la dame, lui dire « racontez-moi de nouveau ». Je pense qu'elle l'a déjà raconté une fois. Si le 115 a jugé qu'on y aille, je ne pose pas de questions. Il y avait une petite fille de 8 ans, elle me dit « mais elle est scolarisée ». Et je la voyais, je me disais « mais c'est pas possible. Moi, j'ai 2 filles, peu importe. » Mais je voyais, je me disais « elle ne peut pas passer sa première nuit à 8 ans dehors et elle va aller à l'école demain ». Donc, on a cherché dans tous les sens. Et le 115... à sa disposition pour l'hiver des places d'urgence, et là eh bien, il a été trouvé dans un Formule 1 puisqu'il y a 70 chambres qui sont réservées, une chambre, et on a emmené ganté, masqué, gel hydroalcoolique, mais on a emmené cette maman et sa fille dans un hôtel, et je peux vous dire que quand on est retourné les 3 dans le camion, on a eu un grand moment de silence. On s'est dit ben, on sait pourquoi on est venu ce soir. Voilà. Je vais boire un petit peu de nœud en parlant, parce que ça c'était il y a 2 jours. Après, il ne faut pas se cacher, on est confronté vraiment à la drogue. On a vu une évolution des profils de gens qui soit boivent ou qui consomment de la drogue. Donc on arrive à en parler avec eux. Et c'est pareil, il faut être sans jugement, parce que quand ils sont arrivés là, j'ai dû parler avec un jeune et lui dire excuse-moi, j'y connais rien, tu me dis que tu te piques là. Il dit oui, parce que regarde, là c'est déjà tout bouché, c'est déjà, j'ai des abcès partout. Et ils sont confrontés à la maladie, à la détresse qu'ils peuvent avoir. Et je lui dis, mais comment t'en es arrivé là? Et ben, j'ai fumé à 10 ans, à 13 ans j'ai commencé à prendre de l'héroïne, à 15 ans on m'a foutu dehors. Comment je peux juger qu'il a 23 ans et qu'il ne travaille pas et qu'il ne fait rien et qu'il est dehors assis par terre? Je ne peux pas juger, il n'y a pas eu le même parcours que mes enfants à qui j'offre des études, à qui j'offre un lit douillet toutes les nuits. Donc on peut être là juste pour les aider et puis espérer qu'ils s'en sortiront. Il y a des structures pour ça, l'Herminette, où ils peuvent aller faire leur CV, rebondir, faire des petits boulots. Mais surtout, ne jamais avoir un regard critique parce que leur parcours, on ne le connaît pas. Et voilà, il y a ceux qui sont là par choix, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas eu de chance étant plus jeunes. Donc voilà. On a des bonnes nouvelles, on a certains qui s'en sortent. On a reçu là par la mairie un petit carton d'un jeune qui disait voilà, vous remerciez bien l'Ordre de Malte parce qu'ils sont passés et grâce à eux, donc il était paysagiste, hein, mais à un moment donné, pas de chance, il avait beau avoir un petit boulot, il n'avait pas un temps plein, il s'est retrouvé à dormir dans les toilettes publiques de la ville tout en travaillant. Et on a été là en disant mais il faut qu'il s'en sorte, il faut lui trouver une place, donc il est resté un petit mois. Mais voilà, il a dit maintenant voilà, je travaille, j'ai mon appartement, mais remerciez bien l'Ordre de Malte. Alors ça on le diffuse à tous les bénévoles parce que ça fait plaisir et on sait pourquoi on est là. Donc voilà un petit peu l'expérience des maraudes sur Annecy. Merci. Bravo.